Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast MLS Franco, édition du 28 mars 2021. Jeff et Richard qui seront avec vous donc pour ce podcast, malheureusement prévu de dernière minute. Arius ne sera pas disponible avec nous ce soir, mais on devrait se débrouiller, hein Richard? Ouais, c'est pas pire, on devrait gérer ça. On devrait réussir. Juste avant de entrer dans le vif du sujet, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de MLS qui évoluent avec les équipes nationales. Ça va pas bien en ce moment. Au moment où on se parle, 28 mars 2021, 20h02 minutes. Équipe États-Unis dans le trouble, Richard? Ben oui, c'est vrai, ils perdent 2-1 contre le Honduras en ce moment. C'est sûr, ça fait un petit peu différent de voir les Américains perdre de l'avance contre le Honduras, parce que personnellement, je les voyais déjà passer au prochain tour et même aller aux Olympiques, mais là, ça fait bizarre de les voir perdre ainsi. C'est étrange. Et Équipe Canada devrait être en action donc sur le coup de 21h. Donc, tout de suite après le podcast, vous pourrez vous diriger sur One Soccer pour écouter Équipe Canada. C'est quand même plate, hein? Je comprends pas que ces matchs-là soient pas sur une chaîne généraliste où ce que tout le monde puisse les écouter, mais il faut un abonnement payant pour voir l'équipe nationale. C'est vrai, parce que c'est sûr que c'est une question de droit télévisuel aussi, mais c'est sûr que là, en ce moment, le soccer canadien évolue grandement, puis il y a beaucoup d'engouement à travers l'équipe. Et c'est sûr que là, le fait qu'il faut payer, c'est sûr que c'est plate, là, mais moi, personnellement, j'aimerais pas ça payer pour voir une équipe nationale évoluer parce que je suis dans le hype aussi, comme tout le monde, concernant l'équipe canadienne. Et j'aimerais les voir en vrai et non payer un abonnement pour un certain temps pour ensuite me désabonner par la suite. C'est dommage, je trouve. Exactement. Je pense que c'est fait. Donc, Honduras qui remporte la demi-finale face aux États-Unis sont donc qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo. Canada, ça va jaser. Canada va se qualifier? C'est face au Mexique? J'espère tellement qu'ils vont se qualifier. J'espère vraiment, mais ça va être mission impossible. Ben c'est ça sera pas facile et je le sais pas sincèrement, je respecte énormément Mauro Biello qui est à la barre de cette formation-là. Je pense qu'il est capable de les faire évoluer, mais j'ai tellement senti que il manquait de vouloir dans cette compétition-là. Tu sais, au dernier match, on a fait match nul, c'est correct, on est qualifié sans plus, puis là, on annonce qu'on va jouer contre le Mexique, puis tout de suite, c'est une grosse équipe. C'est vrai que c'est une grosse équipe, mais moi, je pense que, tu sais, faut rentrer le couteau entre les dents puis dire, regarde, on s'en va là, puis on va gagner ce match-là, on va être aux Olympiques pour la première fois avec l'équipe U23. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Je trouve qu'on manque de mordant chez Équipe Canada. Ça, c'est vrai aussi, mais je pense que dans le football, rien n'est impossible aussi. Puis on peut voir aussi que le Canada, malgré les contre-performances aussi, il y a quand même eu des bons flashs offensifs aussi. C'est sûr que si je nomme exemple Balou, par exemple, ça a été l'un des joueurs qui parle un des joueurs les plus comme pas critiqués, mais dans le sens que on entend beaucoup parler de lui parce qu'il a souvent raté des occasions. Mais je pense que dans ce match-ci, il va prendre un step un peu plus haut. Va falloir parce que il y a des occasions qu'il a manqué au dernier match, principalement. Je pense qu'il y avait la victoire littéralement au bout de ses pieds. Tu peux pas la mettre dedans. Donc, et on sait que Balou cherche à se tailler une place avec le CF Montréal dans cette grille chargée quand même en force à l'attaque. Donc, ça va être difficile quand même pour Balou de faire sa place là. Je sais pas si on pourrait pas le convertir en latéral moderne. Hein? Un peu comme Alphonso Davies? Ouais. Moi, je pense pas, parce que côté défensif, Balou, c'est pas sa force. C'est moyen. C'est plus un joueur vraiment qui est porté vers l'avant puis qui est très vertical aussi, qui aime déborder les défenseurs un contre un. Donc, c'est sûr que Davies, lui, il a déjà une bonne base en tant que défenseur latéral droit. Droit ou gauche? Gauche, en fait. Puis, c'est ça. Déjà là qu'à Vancouver, c'était plus un ailier, mais là, converti en défenseur latéral, c'est une bonne chose aussi. Parlant d'Alphonso Davies, je l'ai regardé avec Équipe Canada. C'est tout un joueur. Hein? Je ne sais pas si tu as regardé le dernier match, mais on le voit immédiatement qu'il est dans une classe à part. Il se promène sur le terrain. Ça a presque l'air facile, ce jeu-là. C'est une marche dans un parc, littéralement. Là, tu vois,
On dirait qu'il jogue littéralement là, sur le terrain. Ça n'a pas de bon sens et il domine complètement l'adversaire. Le match d'équipe Canada qui était prévu aujourd'hui, d'ailleurs, est reporté à demain parce qu'on n'avait pas eu tous les résultats de COVID. Donc, ça devrait rentrer, en tout cas sous peu si c'est pas fait. Et demain, on devrait avoir le match. Mais pour ce soir, le plan de match, c'était de parler des jeunes pépites en MLS. Mm-hmm. La MLS qui... Je regardais ça, la MLS se rajeunit quand même énormément. On a longtemps étiqueté la MLS comme étant une ligue de retraités, mais je regardais tantôt les statistiques des joueurs et la MLS a vraiment fait un pas, selon moi en tout cas, dans la bonne direction en recrutant des jeunes joueurs. Et je regardais, par exemple, un Bendo Estrella avec New York Red Bull, 15 ans, milieu de terrain. Emmanuel Okwao, avec les Quakes, 15 ans également, un gardien de but. Donc, à 15 ans, là, c'est jeune en tabarouette pour faire ses premiers pas, ses premières armes en tant que joueur professionnel. Mais c'est de toute beauté de voir ça. Ça, c'est vrai aussi. Puis la MLS aussi, ça va être rendu une ligue un peu plus vendeuse aussi, parce qu'on voit aussi du côté du FC Dallas qui vont beaucoup de bons jeunes joueurs, comme Brian Reynolds, Weston McKennie aussi. Puis il va en avoir d'autres aussi qui vont sortir de leur académie. Mais comme tu as mentionné aussi, c'est une ligue qui est très, très jeune aussi, qui aime aussi le côté offensif, puis le côté un peu plus marketing aussi, parce que comparé aux autres ligues à travers l'Europe, le marketing n'est pas très, très accentué comparé à la MLS aussi, qui se voit aussi comme l'une des grandes ligues à travers le monde. Donc, c'est une bonne chose aussi. Est-ce que le fait que ce côté-là, marketing, justement, soit évolué en MLS, est-ce que c'est dû au fait qu'on se bat dans un marché où il y a énormément de sports en compétition? Parce que, sincèrement, si je regarde du côté de l'Europe, là, vite comme ça, là, qui rayonne à l'international, on entend souvent parler de football, de soccer, mais je sais qu'ils ont d'autres sports là-bas, mais qui rayonnent autant, il n'y en a pas. Tandis qu'ici, ben, on parle de NFL, on parle de MLB, on parle de NBA, on parle de soccer. La NFL, le hockey aussi. C'est ça. Donc, la MLS n'a pas le choix de tirer sur l'épingle du jeu puis d'investir massivement en marketing s'ils veulent séduire un public qui est déjà conquis ailleurs. Donc, soit par le hockey, soit par la NFL qui tire une grande partie des parts d'écoute en matière de sport. Donc, pour retenir l'attention, ils n'ont pas le choix de faire des coups d'éclat. Non, ça c'est sûr aussi. Puis si, exemple, tu prends un Européen qui vient en Amérique du Nord, tu vois le contraste aussi au niveau du lifestyle, désolé mon anglicisme, dans le sens que c'est plus, pas moderne, mais qui a comme une saveur nord-américaine aussi. Tu sens que les joueurs viennent plus en MLS, pas pour l'argent, comme on va dire, mais plus pour le mode de vie aussi qui peut les attirer aussi. Donc ça, c'est un plus aussi. Je pense que oui. La MLS en 2021, c'est 2 joueurs de 15 ans. C'est quand même 13 joueurs de 16 ans présentement sous contrat. C'est incroyable. C'est capoté. Et je regardais là, quelques statistiques. Brian Gutierrez avec le Fire de Chicago, seulement 17 ans, a déjà joué la saison dernière 6 rencontres en tant que milieu de terrain. Caden Clark, 17 ans avec le Red Bull de New York, a joué 7 matchs. Tu sais, ce soir, moi, je voulais qu'on trouve le prochain Alphonso Davies. Et moi, en tout cas, mon coup de cœur, là, et lui que je vais surveiller le plus cette année, c'est Caden Clark. New York Red Bull, milieu de terrain. Comme je vous dis, 17 ans, 7 matchs de jouer l'an passé, 3 à titre de titulaire. Et là-dessus, il a 2 buts. Fait que c'est quand même des belles statistiques là, pour un joueur aussi jeune. Ça, c'est vrai aussi, mais tu as oublié de mentionner le fait qu'il a été transféré à Leipzig aussi. Oui. Donc déjà là, c'est un gros plus aussi. Puis ça démontre à quel point la MLS aussi est une bonne ligue aussi à travers le développement des jeunes joueurs. Mais concernant mon joueur aussi que j'aimerais surveiller aussi, c'est plus Anthony Fontana du Union de Philadelphie aussi. Du côté de Philadelphie, on voit vraiment comme le remplaçant de Brandon Aronson aussi, qui a déjà pris quelques parts à des matchs durant la saison, même marqué plus de buts qu'Aronson aussi, ce qui est plutôt étonnant. Mais on voit beaucoup un potentiel énorme du côté de Fontana aussi.
Donc, ce serait vraiment intéressant de voir ce qu'il va apporter durant la saison. Est-ce que, selon toi, Richard, puis il y a des questions que je voulais poser absolument à Arius, parce qu'on sait que bon, il y a son académie puis ça, puis je voulais savoir à quel âge qu'on prend vraiment le step de maturité en MLS pour dire, OK, là, on fait partie des hommes, parce que, tu sais, à 15 ans, on se le cachera pas, Estrella et Ochoa ont encore du gabarit à prendre. Ils vont prendre de la masse, ils vont continuer de se développer. À 16 ans, ils se rapprochent pas mal de ce qu'ils pourrait être, mais le pic pour dire, OK, ce joueur-là va être bon, je pense qu'à partir de 17 ans, en tout cas, d'après moi, on peut commencer à... 17 ans, 18 ans peut-être, ce serait comme le bon range aussi pour passer à l'autre étape aussi. Je pense que oui. Et est-ce que, selon toi, Richard, le club fait une différence dans l'évolution d'un joueur? Tu sais, dans le fond, je parle de Caden Clark, milieu de terrain avec les Red Bull. Est-ce qu'il est meilleur ou, en tout cas, est-ce que le potentiel de transfert devient plus grand si Caden Clark évolue avec LAFC, par exemple, aux côtés d'un Carlos Vela? Je pense que oui aussi, dans le sens que ça dépend des philosophies aussi des académies, dans le sens que si, exemple, tu prends les Red Bulls ou si, exemple, tu prends Orlando maintenant qui veulent plus axer leur développement chez les jeunes pour les revendre par la suite, ça, c'est un plus aussi parce que Orlando, c'est une ville qui est quand même assez grande et qui a beaucoup d'attraits. Concernant New York aussi, c'est une ville aussi touristique à travers pour les joueurs en MLS. Il y a beaucoup de potentiel aussi. Mais pour revenir à ta question, je pense que le fait que le club, la grosseur du club compte énormément au niveau du développement du joueur. Moi, je pense donc que là, oui. ça dépend du talent aussi du joueur. C'est ça, parce que si on va revenir, parce que présentement, je pense que le point de repère, c'est Alphonso Davies. Un des plus gros transferts de la MLS à venir jusqu'à maintenant. Et il n'a pas tant évolué avec une équipe merveilleuse, là. Tu sais, les Whitecaps de Vancouver, oui, sont une équipe qui axe beaucoup sur le développement des jeunes joueurs, mais et pas une équipe qui a permis, on va le dire comme ça, à Alphonso Davies d'explorer toutes les facettes de son talent. Ça, c'est vrai. Puis Vancouver, c'est pas une ville aussi qui est très attrayante à vue d'œil. C'est une belle ville en général, mais au niveau du foot, c'est pas la première ville auquel tu aimerais aller. Mais c'est bien de voir aussi un jeune talent canadien performer à travers l'Europe aussi. Donc, Vancouver, pour moi, c'est une vraie surprise aussi. Puis si, exemple, tu prends DC United ou même Cincinnati, c'est pas des équipes qui vont former beaucoup de jeunes joueurs, qui vont percer la prochaine étape, mais ils font quand même des bons jeunes joueurs de style MLS, mais pas pour passer à la prochaine étape. Dans le CF Montréal, je pense qu'on aura quelques jeunes joueurs à surveiller. Et si je regarde dans les joueurs qui se sont greffés dernièrement à l'alignement, 17 ans, Sunusi Ibrahim, moi je pense qu'il y a un potentiel incroyable au travers de ce joueur-là. Je ne jamais ma vie. J'ai vraiment hâte de le voir évoluer. Et je regardais avec équipe États-Unis, malheureusement éliminée du tournoi olympique, mais Mihailovic a été quand même nommé capitaine lors du dernier match. Donc doit quand même démontrer certaines attitudes là, pas seulement sur le terrain, mais dans le vestiaire. Mais il a commencé sa carrière aussi jeune du côté du Chicago Fire. Donc, c'est sûr qu'il a quand même gagné un peu plus d'expérience en côtoyant des joueurs, exemple à la Schweinsteiger ou même Dax McCarthy autrefois à Chicago. Mais pour revenir à Sunusi Ibrahim, moi aussi, je le vois comme le joueur qui va comme éclore aussi. Parce que ce gars-là est en mission. Il l'a même dit aussi. Il a dit que c'était Dieu qui faisait ça pour sa mère, qu'il allait passer la prochaine étape. Mais il y a également un joueur aussi qu'on ne parle pas beaucoup de lui, mais que moi, j'ai vraiment hâte de voir. C'est un milieu de terrain du CF Montréal, c'est Ahmed Hamdi, un jeune joueur aussi qui me promet beaucoup. Étant milieu de terrain aussi, je regarde beaucoup les milieux de terrain en général, et Hamdi, c'est quelqu'un que je vais observer énormément durant la pré-saison du CF Montréal et même durant la saison en général. Puis là, on l'a pas vu énormément parce que Hamdi n'était pas arrivé. Donc, on a vu des brides d'entraînement au Centre Marie-Victorin et tout ça, mais Hamdi n'était pas encore du groupe. Donc,
tranquillement, pas vite, là, on va le voir se greffer à cette formation-là, mais ça va être intéressant de le suivre au début de la saison. Mais j'espère que on va quand même lui faire confiance et lui donner des minutes. Je comprends qu'il arrivera peut-être pas au même niveau que les autres au départ, mais j'espère qu'on va rapidement lui donner des minutes de jeu. Je pense que à la base, il faut aussi de l'acclimater à la culture soit québécoise ou même du style de la MLS parce que c'est pas facile pour les joueurs qui viennent, que ce soit de l'Europe ou de l'Afrique, c'est totalement différent. C'est un style plus physique aussi. Donc, pour Hamdi, j'espère vraiment qu'il va prendre le temps de s'acclimater. Juste le fait de trouver comme son appartement, son chez-soi aussi. Donc, déjà là, le fait de s'acclimater à la ville et même à la philosophie du club, ça va être un beau plus pour nous et ça va nous rapporter beaucoup de succès, j'espère, en tout cas. Je pense que oui. Est-ce que tu as fait une liste, Richard, de jeunes joueurs qui seront intéressants de suivre cette saison? Ouais, j'en ai fait. J'ai au moins 8 noms en tête. Vas-y. J'ai deux joueurs du CF Montréal aussi. Excellent. Mais... Pars avec ça, je te suis. Parfait. Donc, le premier, c'est un de mes joueurs préférés de la saison dernière. Il s'appelle James Sands. J'en avais déjà parlé durant les podcasts précédents. C'est un joueur auquel j'aime beaucoup. Franchement, je suis tombé en amour. Il fait juste progresser. Il fait juste évoluer en tant que milieu de terrain. Je l'avais comparé à Jordan Henderson en tant que milieu de terrain. Il est capable de lire les attaques, anticiper les jeux, aussi couper les lignes offensives. Et il fait que juste que progresser. Donc, je m'attends à ce qu'il passe à un autre step, même aller en Europe, même s'il a signé un contrat de 5 ans avec le NYCFC. Ça reste quand même un joueur très intéressant avec beaucoup de potentiel aussi. Vas-y. Non, vas-y, je te suis. Bon. Le deuxième, tout le monde le connaît, c'est Brenner. Oui. Une sacrée réputation au niveau du Brésil et même à travers l'Europe. A déjà été scruté par Arsenal, PSG, la Juve et j'en passe. Moi, je l'ai déjà comparé à Anthony ou même à David Neres aussi en tant qu'ailier, parce que moi, je le vois plus en tant qu'ailier au lieu de numéro 9. Très gros potentiel et ça va faire du bien aussi à Cincinnati parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueur qui a la trempe aussi de Brenner, à part Lucho Acosta qui est là également. Et c'est un peu ce que je parlais tantôt quand je disais, est-ce que justement l'équipe peut faire une différence dans le développement d'un joueur et ce que ça va donner à l'étranger? Parce que clairement, Brenner sera que de passage en MLS, mais il n'y a peut-être pas l'équipe de rêve dans son cas pour venir exploiter tout son talent puis l'exprimer comme il faut. Mm-hmm. Mais je pense que dans le cas de Brenner, le fait qu'il soit à Cincinnati, si exemple, si je me mets à la place de Brenner, si je me mets dans une équipe qui est déjà comme bien fournie au niveau offensif, j'aurais peut-être un peu moins de chance de briller. Mais si je me mets dans une équipe un peu plus comme low budget, entre parenthèses, dans le sens que Cincinnati, c'est pas très flashy, là, j'aurais plus tendance à éclore en tant que joueur vedette et attirer un peu plus les regards. C'est sûr, ça c'est définitif. Puis c'est sûr que il fait partie des joueurs que vous devrez surveiller cette saison-ci, Brenner, parce que il va faire tourner des têtes, ça c'est sûr. Moi, je lui donne au moins 9 buts durant la saison. J'ai déjà fait des pronostics, mais je donne au moins 9 buts à Brenner. Moi aussi, je pense que ça va être toute une saison. Les deux joueurs aussi que je veux nommer, je vais m'arrêter là pour le moment parce que je ne vais pas faire toute la liste, mais il y a Paxton Pomykal du FC Dallas. Oui. Un joueur que je compare beaucoup à Tyler Adams ou à Weston McKennie, dans le sens qu'il est très vertical, très offensif, mais capable d'avoir une bonne base défensive. C'est sûr qu'il a été blessé durant la saison dernière, ça a été un frein à sa progression. Mais là, le fait qu'il va revenir avec Lucci et avec des jeunes joueurs aussi à la trompe de cette équipe en tant que ça va être un leader aussi au niveau du milieu de terrain. Ça va être un joueur qui va être capable de pas soulever les foules, mais capable d'amener un peu plus de flash à cette équipe qui avait un peu plus de difficulté au niveau de la saison, qui avait même été privée de la MLS is back à cause du COVID. Donc, je m'attends à ce que Pomykal fasse le grand saut. Et le dernier joueur que je veux nommer, en fait, c'est Tajon Buchanan. On le connaît tous avec l'équipe canadienne. Là, on voit vraiment que Tajon Buchanan prend vraiment un galon de plus avec l'équipe canadienne et même avec les Revs de la Nouvelle-Angleterre. Bruce Arena avait même mentionné qu'elle allait jouer en tant qu'ailier et non en tant que latéral droit, ce qui fait vraiment du bien à sa progression. Moi, je suis vraiment tombé en amour avec ce joueur parce que c'est quelqu'un qui est très offensif, qui est très vertical, amène beaucoup
un contre un et capable de déséquilibrer les défenses. Et c'est un joueur que j'aime beaucoup. Donc, je pense qu'il va vraiment faire des ravages avec les Revs. Je pense que oui, je pense que effectivement, ça va être tout un joueur. Je regardais quelques jeunes joueurs, donc j'essayais de me tenir un peu en bas de 20 ans, puis je suis surpris à toutes les fois de voir à quel point il y a des jeunes joueurs qui sont déjà établis. Je regarde, par exemple, un Gianluca Busio avec Sporting Kansas City, milieu de terrain. Déjà va entrer dans sa 5e saison MLS cette année. Donc, c'est quand même fou là à 18 ans, le jeune joueur. Et en 2019, sur 22 matchs joués, il en a démarré 10. A été sur la titularisation à 15 reprises la saison dernière. A marqué un but, a pris quand même 36 lancés et là-dessus, il y en a 6 qui ont trouvé la cible. Donc, c'est quand même des joueurs, il y en a en tabarouette qui ont du potentiel. C'est fou. Et c'est le fun de voir qu'il y en a qui sont déjà à très jeune âge établis dans le circuit de la MLS. Fait que c'est le fun de voir ça. Quand je regarde un Tanner Tessman, tout le monde, ou à peu près, sait de qui on parle. Donc, tu sais, Louis Binks, on pourrait en parler également chez le CF Montréal. On sait qu'il appartient déjà à Bologne. Je m'attends à ce que ce soit pour Louis Binks sa dernière saison en MLS. Moi, je pense qu'on devrait le transférer, en tout cas si tout va bien à la fin de la présente saison. C'est sûr que défenseur central, c'est moins glamour. On aime parler des attaquants, de ceux qui vont marquer des buts, mais c'est sûr que les milieux défensifs, les défenseurs centraux, ça retient peut-être à première vue moins l'attention, mais c'est des pièces clés quand même dans le développement d'une formation. Comme on dit, la meilleure attaque, c'est la défense aussi. Donc, déjà là, Binks, c'est clair que ses ambitions sont pas juste aller en MLS, c'est clairement d'aller jouer pour une équipe en Premier League et même aller en équipe nationale anglaise ou même écossaise parce qu'il est également écossais d'origine. Donc, Binks, c'est sûr que là, le fait qu'il va être transféré à Bologne, ça va être un gros step de plus dans sa carrière, mais je pense que ça va être à lui vraiment de prendre les rênes et de dicter vraiment la défense centrale du CF Montréal. Est-ce que c'est justement là, la saison où Binks doit vraiment devenir un général en défensif? Puis, tu sais, il y aura quand même la chance de pouvoir compter sur l'appui de Laurent Ciman pour le diriger comme il faut. Mais moi, je pense que le mélange de tout ça va faire une saison très intéressante pour Louis Binks. Puis il sera quand même bien entouré là, avec Kamal Miller, avec Camacho, avec Struna. Puis tu sais, je pense que on va être quand même pas pire, même si on est jeune sur les couloirs avec Kiza Bassogne et Zachary Broguillard. Mais au centre, on va avoir quand même, malgré une certaine jeunesse, on va avoir beaucoup d'expérience. Ça, c'est vrai. Et même Simon avait mentionné que Louis Binks avait le potentiel pour être l'un des meilleurs, voire le meilleur défenseur de la Ligue. Donc déjà là, le fait d'avoir Simon avec lui, qui a connu des grands succès avec le Standard et avec l'équipe belge, ça va faire en sorte que Binks apprend davantage plus sur le côté européen, mais qu'il en prenne un peu plus aussi en tant que leadership, parce que Simon, c'est pas quelqu'un qui a la langue dans sa poche. On le connaît très bien à Montréal. Et il va être beaucoup plus vocal. Et le fait d'avoir Kamal Miller, ça, c'est un leader naturel. Ça va vraiment faire du bien à son développement parce que Binks n'était pas le plus vocal. Il était très, très bon techniquement au niveau de son placement. En général, c'était excellent. Mais au niveau leadership, ça a été un petit peu plus difficile pour lui. Donc, je pense que ce côté-là va ressortir cette saison. Est-ce que tu crois que il va y avoir comment je pourrais dire une éclosion justement de ces jeunes joueurs-là à potentiel chez l'Impact de Montréal ou il y a chez le CF de Montréal où il n'y a pas encore assez, comment je pourrais dire, le balancier est peut-être pas assez équitable entre les joueurs d'expérience et les jeunes joueurs chez le CF Montréal. Est-ce que, dans le fond, ma question, est-ce que le CF Montréal sera trop jeune cette saison?
ça peut être un frein à la progression dans l'équipe, mais je pense que déjà là, il y a une bonne base au niveau des entraîneurs. C'est sûr, ça va prendre du temps au processus, mais je pense que l'équipe est très jeune, mais s'adapte aussi au modèle MLS qui est très porté vers la jeunesse et à la forte concurrence aussi au niveau de chaque poste. Donc, je pense que du côté du CF Montréal, ça va être une équipe un peu plus jeune, mais il y a quand même des bonnes bases au niveau des vétérans avec Wanyama, Camacho, Samuel Piette et j'en passe. Mais c'est sûr, ça va être un frein au niveau de la progression du CF Montréal. N'empêche qu'il y a des bons joueurs aussi. Je regardais peut-être un petit peu plus vieux, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il a retenu l'attention énormément ce week-end sur les réseaux sociaux, peut-être parce qu'il est avec le CF Montréal, mais âgé de 24 ans, James Pantemis pourrait avoir une chaude lutte cette saison au sein du CF Montréal avec Clément Diop. Et Pantemis là, semble de plus en plus à obtenir la faveur populaire chez les supporters du CF Montréal. Ouais, vraiment. On voit vraiment sa progression avec l'équipe canadienne. Prend beaucoup d'aisance, beaucoup de très à l'aise avec ses pieds, vu que c'est un gardien très moderne. Moi, j'ai aimé les performances qu'il a livrées à travers le tournoi pré-olympique. Donc, avec le CF Montréal, ça va être un peu compliqué avec Diop, mais je pense il va avoir une lutte très, très, très serrée. Déjà plus serrée que celle de Evan Bush chez Diop. Donc, James Pantemis, ça va être un joueur à surveiller aussi sur cette saison. Et, tu sais, à son avantage, possiblement, le fait qu'on va avoir une saison quand même très chargée du côté du CF Montréal. Beaucoup d'absences avec justement les Olympiques, la Gold Cup. La Gold Cup et tout ça. Donc, tout ça va faire en sorte que James Pantemis devrait avoir la chance de voir beaucoup de terrain. En tout cas, l'ensemble des joueurs, je pense qu'on va voir une bonne rotation des joueurs au sein de l'effectif. Et ça, c'est à l'avantage, donc, bien sûr, de James Pantemis. Ça fait du bien aussi d'avoir beaucoup de profondeur, pas juste au niveau des gardiens de but, mais au niveau des défenseurs et même des milieux de terrain, parce qu'il y avait il y avait peu de profondeur du côté de Thierry Henry, mais maintenant, avec les acquisitions qu'on a faites durant l'entre-saison, ça fait du bien aussi, puis ça donne un vent de fraîcheur. Ça donne beaucoup de confiance aussi aux entraîneurs. Ouais, je pense que oui. Si on poursuit, il te restait des joueurs? Ouais, il me restait des joueurs. Comme tu l'as mentionné, j'ai Caden Clark aussi dans ma liste. Un joueur que le Leipzig est allé chercher. On connaît tous la réputation des Red Bulls en général pour les joueurs, les formations des joueurs avec Tyler Adams et maintenant Caden Clark. Caden Clark avait marqué un superbe but contre le Toronto FC, ça je me rappelle très bien. Oui. Très bon joueur avec un bon aura offensif et un bon aura défensif aussi. Très bon au niveau du pressing. C'est un joueur que j'aime beaucoup, que j'ai hâte de surveiller aussi à travers la saison. Il y avait un joueur aussi qu'on nomme pas, mais que personne connaît, que j'ai appris à connaître en faisant mes recherches du côté de cette équipe-là. C'est Jason Ramirez du côté du RSL. Je m'explique dans le sens que avec la perte en fait, depuis le départ de Jefferson Savarino, qui est allé au Brésil, ils sont allés chercher un jeune joueur un peu semblable à la trempe de Savarino, en la personne de Jason Ramirez. C'est un jeune joueur qui est capable il a juste 19 ans aussi. C'est un jeune joueur qui est capable de déborder les défenses, un peu le même style que Savarino, pour ceux qui savent c'est qui. Très offensif, capable de marquer des buts. Donc, c'est sûr que la saison dernière, il n'a pas beaucoup joué parce qu'il a été blessé, mais il a été sous le banc en général parce qu'il a eu des mauvaises performances. Mais après, durant cette saison, je pense que ça va être à lui de step up un peu puis de prouver que son transfert en valait la peine parce que ça a coûté quand même cher du côté du RSL. Est-ce que c'est la saison, comment je pourrais dire? Je reviens au CF Montréal pour voyons, notre latéral droit, Zachary Broguillard. Est-ce que c'est comme la dernière chance qu'il a de vraiment exploser? Moi, je pensais vraiment que Zachary Broguillard serait le prochain gros transfert MLS. Je le voyais comme ça. Et il me semble qu'on n'entend pas de rumeurs à son cas, à son égard. Donc, sans dire qu'il est peut-être en dessous des attentes, je pense qu'il a énormément à prouver cette saison. Ah, t'es pas le seul aussi. Même moi, je pense que c'est à lui vraiment de prendre les rênes de son côté et de vraiment dicter l'allure. Mais il y a aussi des trucs à améliorer de son côté, surtout au niveau de ses centres. Mais je pense qu'il est déjà au courant de ces trucs-là. Mais
c'est vraiment à lui de prouver aux autres que le fait qu'il vient de Lyon, qui est un excellent centre de formation, on connaît la réputation. Et je pense que le fait de venir à Montréal et le fait d'être déjà partant d'être titulaire aussi avec l'équipe nationale canadienne, que ce soit avec les U23 et même les seniors, ça montre à quel point il y a beaucoup de talent. Mais vraiment, je pense que c'est à lui de dicter l'allure et de vraiment montrer de quoi il est capable aussi, de montrer son potentiel. Je pense que oui. Alors, ça va être vraiment intéressant de suivre ça. Puis, je suis en train de regarder, là, je cherchais le top 10 des joueurs de 20 ans. C'est au mois d'octobre dernier. Là. Il y en a peut-être qui ont déjà transféré, mais Darrell Dyke à Orlando City, âgé de 20 ans, était en 10e place. Et 9e, on avait Bouzio, on en a parlé tout à l'heure. Ézéchiel Barco, 21 ans, milieu de terrain avec Atlanta United, était position numéro 8. Lui, il n'a pas le choix d'éclore. Franchement, ouais, il n'a pas le choix d'éclore. Il faut vraiment que ça c'est maintenant ou explose. jamais pour lui. Cole Bassett avec Rapids du Colorado, âgé de 19 ans, donc un milieu de terrain. Avec le Colorado. Ouais, vas-y, continue. Ah ben c'est ça que j'allais dire, qui est avec le Colorado, milieu de terrain, 19 ans, devra lui aussi là, tu sais, éclore, mais encore là, il est peut-être pas avec la meilleure formation pour trouver ce qu'il lui faut pour exploser. Mais je pense que, comme j'avais mentionné, le fait qu'ils sont dans une petite équipe, ça permet, ça crée plus de visibilité aussi. Tu as plus de chances aussi. James Sand était position numéro 6, on en a parlé. Paxton Pomical avec FC Dallas, donc on en a parlé. Ayo Akinola, Toronto FC. Intéressant. 20 ans, striker, donc position numéro 4. Ça peut être à suivre. Mark McKenzie de l'Union, âgé de 20 ans. Tantôt, je disais que c'était un moins alléchant un peu les center-backs dans un bon français. Mais, tu sais, c'est un peu ça, Mark McKenzie. Donc, on en parle un petit peu moins, mais c'est ça, le poste fait que ça devient moins attrayant. Brian Rodriguez, position numéro 2. Et Brandon Aronson était position numéro 1 avec l'Union de Philadelphie. Donc, dans le top 20, on avait quand même 2 joueurs. Là. Je suis parti de la position numéro 10, mais on avait Zachary Broguillard, justement, position numéro 20, et Louis Binks, position numéro 11. En fait, concernant Mackenzie, même si, pour ceux qui savent un peu plus la Ligue belge aussi, il joue à Genk. C'est un excellent centre de formation aussi pour les jeunes joueurs. On a vu les De Bruyne, on a vu les Fellaini qui ont passé par là. Oh, pardon. Puis, c'est ça, dans le fond, je pense que déjà Mackenzie, il y a déjà des matchs avec l'équipe de Genk sous la manche, donc ça fait en sorte que sa progression est un peu plus en bon état. Ben, je pense que oui. Puis, tu sais, j'aurais aimé ça malgré tout de voir un gars, parce qu'on sait que Binks et Lapalainen étaient justement du côté de Bologne. Tu sais, j'aurais aimé ça parce que, sans dire qu'on n'en a pas besoin tout de suite, mais Lassi Lapalainen, principalement, je pense qu'on peut facilement le remplacer avec la profondeur qu'on a. Fait que ça aurait été le fun pour son développement de le voir prendre des matchs du côté de Bologne un peu, voir du terrain là-bas et justement parfaire sa croissance, son expérience pour justement nous le ramener là, qu'on lui donne des minutes et qu'il arrive ici en confiance, surtout qu'il revient d'une grosse blessure. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça aurait été le fun de le voir comme ça. Et Binks, pas pour les mêmes raisons, mais je pense que pour lui, pour son développement, pour qu'il voit justement cette croissance-là qui s'offre à lui, qui est disponible, ben, je pense que ça aurait été le fun, mais c'est sûr que lui, son absence serait un petit peu plus difficile à remplacer que Lassi Lapalainen sur les côtés. Ouais, ce serait dommageable pour Binks parce qu'il y a beaucoup de potentiel. On l'avait même vu, même Mourinho l'avait dit qu'il voulait pas que Binks part, mais il est parti parce qu'il voulait progresser puis il n'y avait pas de temps de jeu du côté de Tottenham. Déjà là, le fait qu'il soit à Montréal, c'est déjà une bénédiction dans le sens que c'est un excellent joueur avec un énorme potentiel. Donc, c'est sûr que j'aurais aimé qu'il soit prêté qu'il se fasse prêter à Bologne. Mais il va se faire prêter à Bologne, il va être à Bologne de toute façon, mais c'est sûr que j'aurais aimé qu'il soit dans l'effectif de Bologne actuel pour qu'il revienne à Montréal déjà frais et dispo pour la saison.
Je pense que oui. Je pense que ça aurait été, ça aurait été un grand plus. Ça s'en vient la saison, justement. Et il te restait-tu des joueurs? Il m'en restait un. En fait, Vas-y. il m'en restait un, ouais, je vais le mentionner pareil. C'est Thomas Chacon, un gars de Oh. 19 ans, je pense, 19-20 ans, du Minnesota United. Ça a été un joueur qui a été amené en tant que joueur désigné. On avait dit que c'était un excellent joueur du côté de Minnesota. Il vient de l'Uruguay, de Danubio. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Danubio, Danubio, c'est le plus gros club de l'Uruguay. Donc, déjà là, chacun on avait dit que c'était un joueur qui avait beaucoup de potentiel, qui était très offensif. Mais là, maintenant, ça a été un peu plus compliqué dans le sens qu'il n'a pas joué. Mais littéralement, il n'a pas joué parce qu'il a été blessé. Mais les performances étaient au-dessus des attentes. Donc là, cette année, je pense que ça va être comme on dit en anglais, ça va être un hit or miss pour lui parce il a vraiment tous les capacités pour être un excellent joueur à travers la ligue. Mais ça va être à lui de De le prouver. prouver. C'est ça, C'est un peu comme, tu sais, Binks, pas Binks, pardon, mais Boyan qui, à travers toutes les équipes qu'il a fait dans son développement, puis il a passé par des grandes formations, a jamais vraiment réussi à s'implanter comme étant une vedette de premier plan. Et là, lui, le joueur que tu parles, quand tu arrives à Minnesota comme joueur désigné, si jeune, ben, je pense que c'est la tape dans le dos qu'il faut pour dire, OK, là, tous les éléments sont là pour que tu connaisses du succès. À toi maintenant d'entrer puis de sortir sous les projecteurs, puis de sortir fort, puis de sortir grand pour réussir finalement à éclore. Puis je pense que Minnesota United ont la formation pour ça. Comme tu avais mentionné aussi le fait que Boyan, là je parle encore de Boyan, mais dans le sens que Boyan a été au Barcelone à un très jeune âge, j'avais déjà été comparé à Lionel Messi. Déjà le fait de comparer à Messi, c'est une pression énorme sur les épaules. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup pour un jeune de 17 ans aussi, puisqu'il est arrivé à 17 ans à Barcelone. Si je transfère ça du côté de Minnesota, chacun, c'est un peu le même principe aussi, dans le sens que il a été amené là très jeune parce qu'on savait qu'il y avait énormément de potentiel. Et ça va être à lui vraiment de gérer aussi la pression puis aussi les commentaires à l'extérieur autour de lui, de vraiment se construire sur son football et de vraiment comme suivre les conseils du coach et de faire en sorte qu'il soit vraiment à la hauteur de ses capacités. Parce que c'est ça, je pense, le plus difficile pour un joueur comme ça qui a des très hautes attentes. Puis souvent, là, ça va vite à cette heure de nos jours avec les Instagram, avec les TikTok, avec tous les réseaux sociaux. Là, on dirait que les critiques arrivent de partout. Fait qu'il suffit que tu manques une passe et tu le sais sur toutes les fronts. Donc, on dirait que c'est pire. Donc, faut qu'ils réussissent à faire le vide. Puis, comme tu dis, rester focus sur le soccer. Et c'est la clé du succès, mais c'est pas toujours facile en 2021 de réussir à faire le vide. Vraiment. Mais dans le marché nord-américain où le soccer est peut-être pas la priorité de monsieur et madame tout le monde, c'est peut-être le bon marché justement pour se libérer un peu de cette pression-là. Ouais, tu as moins de pression parce que tu as d'autres sports aussi qui sont plus importants que comparé à la MLS. Mais c'est sûr que si chacun c'est un Sud-Américain, donc c'est sûr qu'il connaît la pression. Mais le fait d'aller en MLS, c'est un peu pas facile, mais c'est plus paisible, on va dire, entre parenthèses, au niveau de la pression. C'est pas comme au hockey à Montréal où tu as la pression à chaque coin de rue. Puis non, c'est ça. Et Minnesota, ils ont quoi à part le soccer? Sont présents au hockey, sont présents au football. Au baseball. Baseball, sont-tu dans NBA? Mm-hmm. Ils sont là aussi. Fait que, tu sais, tous les sports majeurs sont présents du côté de Minnesota. Donc, c'est sûr que les regards deviennent un petit peu moins tournés sur lui. Donc, les projecteurs sont un peu partout. Puis le fait qu'on soit dans tous les sports du côté de Minnesota, ben il y a de la couverture pas mal tout au long de l'année. Fait que, tu sais, il n'y a pas tant un moment précis où ce qu'on focus que sur l'équipe MLS. Alors ça, je pense que ça peut le libérer. Et à partir du moment où tu es libéré de cette pression-là, ben c'est là que tu réussis à en mettre un ou deux dedans. Puis c'est là que tu vas réussir à jouer avec la confiance qu'il te faut pour réussir. Parce que souvent, c'est juste ça. Tu sais, je regardais Balou
je reviens à Balou tantôt, je le regardais jouer, puis je trouvais ça pénible, mais je pense que Balou, il s'agit qu'il en mette un ou deux dedans, puis chou, il est reparti. Là. Ouais, la confiance est partie, c'est ça. Je pense que Ça prend juste un seul. c'est ça, un seul but, je pense, tu sais, puis même si c'est un penalty qu'on décernerait à Balou, je pense qu'il faut tout faire pour qu'il retrouve cette confiance-là, parce que je pense qu'il a énormément de potentiel. C'est pas pour rien qu'il a été transféré au Barça B aussi, donc Quand ils ont même, vu un là. potentiel énorme à lui. C'est ça, donc Moi, quand j'ai appris la nouvelle, qu'elle allait au Barça, je me suis dit, waouh, c'est énorme. Donc, ça veut dire que Balou a vraiment le talent puis le potentiel pour aller vraiment loin. Mais là, maintenant, on voit que c'est un peu plus compliqué pour lui. Mais avec les nouveaux coachs, en la personne de Nancy, de Di Tullio, ça va vraiment faire du bien pour lui. Vu qu'il connaît beaucoup il connaît beaucoup les coachs en général. Donc, ça va être plus facile pour lui de s'acclimater. je pense que oui, je pense que ça va aider. Donc, il y aura plein de beaux jeunes à surveiller tout au long de la saison 2021 en MLS. On va écourter le podcast vu que voyons, Arius n'est pas avec nous. Mais en terminant, je veux te demander, rien à voir avec la MLS, mais est-ce que tu as vu, le but refusé à Cristiano Ronaldo? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu sais, j'ai pas trop compris. Il n'y a pas de VAR. Non, Et il n'y en avait pas. c'est moyen. Parce que clairement, en tout cas, les angles que j'ai vus, clairement, ce ballon-là est dans le but. Ah, clairement. Il était littéralement dans le but. Tu vois le défenseur qui vient tacler à la dernière seconde, puis le ballon qui est juste en arrière de la ligne. Donc, ça, c'est clairement un but, mais c'est ça qui est dommage avec la VRA. Moi, je trouve que c'est mal géré dans le sens que ça pourrait tellement aider les joueurs aussi, comme ça peut aider au niveau des arbitres, parce que les arbitres sont pas toujours, c'est souvent les arbitres qui sont critiqués en tant que juge, on peut dire. Puis, c'est sûr que là, ça aurait aidé le Portugal à gagner, mais c'est ça qui est plate. Ça, c'est dommageable. C'est ça qui est dommage, parce que normalement, en tout cas, selon moi, il aurait dû avoir la VAR. Tu sais, tant qu'à l'avoir mis à peu près partout, il aurait dû être présent dans ce match-là, selon moi. Et c'est dommage qu'un match finisse comme ça. Et c'est sûr que l'arbitre, il va en entendre parler longtemps. Là, parce que clairement, ce but-là est dedans. Et tu sais, de voir Cristiano Ronaldo quitter le match comme ça, enlève son brassard de capitaine. Enlève le brassard, c'est... Ouais. Il y avait une frustration énorme et je pense que je peux très bien le comprendre. Mm-hmm. C'est dommage, mais c'est vraiment une question de gestion de la VRA parce que vraiment, ça peut vraiment aider les équipes, puis ça peut vraiment aider au niveau du jeu en général. Il y en a beaucoup qui critiquent l'utilisation de la VRA. Je peux comprendre, mais par contre, ça peut vraiment aider des équipes qui sont en voie de relégation, même qui peut comme apporter un nouveau souffle à une équipe, mais c'est juste que c'est mal géré. Franchement, c'est mal géré. Clairement, ça pourrait être beaucoup mieux que ça. En terminant, juste vous souligner, la semaine prochaine, Richard, on va faire les prédictions. Tantôt, tu disais que tu avais commencé à travailler sur des prédictions de pointage. Fait qu'on va regarder justement quels sont les joueurs qui pourraient se positionner au sommet de la MLS cette saison. Donc, qui sera les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs, les meilleurs gardiens de but. Bref, on va regarder tout ça. Et en tout cas, dépendamment, je ne sais pas si on va faire juste l'Est ou l'Ouest, mais on va s'en revenir là-dessus cette semaine. Mais c'est sûr que dimanche prochain, on se parle donc de qui seront les meilleurs joueurs cette saison en MLS. C'est parfait. Moi, j'ai déjà quelques noms en tête. Hey, ça va être fou. Je pense que ça va être un excellent podcast. Mais, merci d'avoir été là, Richard. Merci à toi aussi. Passez une bonne soirée.